Sous les montagnes silencieuses du Burkina Faso, une découverte fulgurante a ébranlé le sol et les certitudes, et a réveillé des promesses anciennes. En quelques heures, les écrans du monde entier ont relayé l'annonce d'un gisement colossal, mêlant poussière, diamants et vertige collectif, et une peur sourde des convoitises. Au milieu du tumulte, Ibrahim Traoré n'a ni célébré ni tremblé. Il a questionné la valeur du gain sans une éthique claire devant l'histoire. Et si le vrai test n'était pas la richesse elle-même, mais le courage de la protéger, de l'organiser et d'en faire un bien commun plus fort que l'appât? La découverte du gisement ne représente pas seulement une manne géologique. Elle ouvre une ère où science, foi et souveraineté s'entrelacent dans un même souffle. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, voit soudain son destin basculer entre richesse potentielle et péril stratégique. Le chef de l'État a promis que cette fortune ne serait pas un miroir de convoitise, mais une épreuve de lucidité collective. La promesse de construire un modèle où la prospérité se mesure à la dignité qu'elle préserve. Pour la première fois depuis des décennies, l'histoire du pays ne se résume plus à l'assistance internationale. Elle devient un laboratoire de souveraineté morale. Mais la question reste entière. Comment transformer une découverte brute en renaissance nationale? Ce pari exige de la transparence, de la discipline et la capacité de tenir tête à des puissances étrangères bien rodées aux pressions. C'est dans ce bras de fer discret que se joue l'enjeu majeur. Prouver qu'un État africain peut protéger sa richesse sans perdre son âme. Tout a commencé par un signal minuscule, presque un bruit de fond, des échos anormaux enregistrés dans la roche du massif de Sangandi. Les ingénieurs burkinabés pensaient d'abord à une interférence, jusqu'à ce que les satellites confirment une masse cristalline de plusieurs kilomètres, la plus grande jamais détectée dans la région. Ce soir-là, les journaux interrompirent leur programme et les marchés du Sahel se figèrent. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, des enfants criaient « La terre a parlé !» Lorsque les premières images du site furent analysées, l'évidence s'imposa. Il ne s'agissait pas d'un simple gisement, mais d'un gisement national, susceptible de multiplier le PIB du Burkina Faso par 10 en moins de 5 ans. Les chiffres étaient vertigineux. Pourtant, Ibrahim Traoré ne chercha pas l'euphorie. Au palais de la Révolution, il écouta les rapports en silence, puis déclara d'une voix posée. « Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. » Cette phrase, diffusée sur les ondes nocturnes, devint aussitôt le cœur symbolique d'un tournant historique. L'atmosphère du pays bascula en quelques heures. Les diplomates téléphonaient, les compagnies minières faisaient des offres, les ambassades exigeaient des rencontres. Mais derrière la tension s'esquissait une idée nouvelle, la possibilité que ce petit État enclavé, souvent réduit au silence par la faim et la dette, impose désormais ses propres règles au monde. Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut se rappeler que le Burkina Faso, pays sans littoral ni pétrole, n'avait jusqu'ici jamais contrôlé une ressource stratégique d'une telle ampleur. Ce qui naquit cette nuit-là, plus qu'un gisement, fut une conscience que la valeur d'un pays ne se mesure pas seulement à ce qu'il extrait, mais à ce qu'il choisit d'honorer. Dans les premiers jours, alors que le monde spéculait, Ibrahim Traoré resta immobile, observant la carte du Sahel avec un calme presque désarmant. Il ne portait pas son uniforme de combat, mais une simple chemise, un geste qui disait déjà tout. Le pouvoir, ici, ne se mesure plus à la tenue, mais à la vision. Autour de lui, les ministres défilaient, dossier en main, projection économique à l'appui. Pourtant, au lieu d'annoncer un plan d'exploitation, il créa une commission nationale du diamant, composée non seulement d'ingénieurs et de militaires, mais aussi de théologiens. Cette décision inattendue produisit un effet d'onde. Certains analystes y virent un coup de génie moral, d'autres, un suicide politique. Mais sur le terrain, l'impact fut immédiat. Dans les villages du Nord,
Des anciens répétaient vite à la radio la phrase d'une paysanne. « Si Dieu nous a donné la lumière, ce n'est pas pour la vendre, mais pour mieux voir notre route. » Cette idée se répandit comme un feu doux. La richesse devait d'abord servir à unir, non à diviser. Très vite, les marchés se remplirent de dessins d'enfants montrant des montagnes étincelantes et des drapeaux. Les écoles organisèrent des débats sur la souveraineté. Les mosquées prièrent pour la sagesse du gouvernement. Ce réveil collectif, fragile mais sincère, fit naître une émotion rare, la fierté d'être témoin d'un choix éthique. Et sous le volcan de Sangendi, les premiers travaux commencèrent, non pour creuser plus profond, mais pour comprendre ce que le pays venait réellement de trouver. Tout s'accéléra à partir de la création de la commission. Les diplomates affluaient, les appels étrangers se multipliaient, les offres d'investissement arrivaient par cargaison entière de promesses. Mais Ibrahim Traoré refusa de signer le moindre accord avant que la conscience nationale n'ait défini ses propres lignes rouges. Ce geste, salué par certains comme une renaissance politique, fut perçu par d'autres comme une provocation envers les puissances occidentales. Les semaines suivantes, les images de drones étrangers survolant les zones minières firent la une des journaux. Une tension silencieuse monta dans le pays. Les services de sécurité mirent en place un périmètre de protection autour du volcan Sangendi, symbole nouveau de vigilance. Traoré, lui, s'éloigna de la capitale pour rencontrer les mineurs qui avaient donc fait découvrir les premières pierres. Sous la chaleur, un jeune ouvrier lui remit un éclat de diamant brut. Traoré le prit dans sa main et dit simplement « Ce n'est pas un cadeau, c'est une promesse ». Cette scène, immortalisée par un photographe local, fit le tour du monde. Un président parlant au nom de la terre. Le récit prit alors une dimension presque spirituelle. Les églises sonnèrent les cloches. Les imams citèrent le même verset du Coran. Un homme n'est riche que lorsqu'il connaît son but. La population s'unit autour d'un même mot. Dignité. Le Sahel, longtemps décrit comme un désert de misère, semblait soudain vibrer d'une énergie nouvelle. Puis vint le point de rupture. Les réseaux miniers internationaux commencèrent à exercer des pressions. Les banques retardèrent les transferts. Les chancelleries exigèrent des réunions. Le monde financier, inquiet, parlait d'effet Traoré. Mais au lieu de reculer, le président convoqua une assemblée populaire sur la place de la Révolution. Des milliers de citoyens vinrent, torchés la main sans armes. Face à eux, Traoré déclara « Le monde s'attend à nous voir céder. Il verra un peuple debout. » La foule chanta, non un hymne officiel, mais une prière. Les caméras étrangères retransmirent la scène, fascinées. À Washington, les analystes parlèrent de nationalisme. À Paris, de rupture avec l'Occident. Mais à Dakar, Bamako ou Nairobi, on vit autre chose. Un peuple qui se relève. Le soir même, Traoré annonça la nationalisation totale des ressources stratégiques et la création d'une autorité minière souveraine dirigée par des ingénieurs locaux. L'événement fit trembler les marchés. Les contrats furent suspendus, les diplomates rappelés, mais dans les écoles et les mosquées, les enfants répétaient « Quand la terre parle, les hommes justes écoutent. » Ce fut la fin d'une époque et le début d'un combat plus vaste, celui d'un pays qui décida de préférer la foi à la peur. Les premiers chiffres, publiés par le ministère de l'économie, confirmèrent de l'ampleur du choc. En 6 mois, la croissance projetée passa de 2,8% à 9,4%, un bond que le pays n'avait jamais connu depuis son indépendance. Les analystes prévoyaient une multiplication par 10 du produit intérieur brut si l'exploitation atteignait sa pleine capacité. Mais pour Ibrahim Traoré, ces nombres ne devaient pas être lus comme une promesse de richesse, mais comme un avertissement. Plus le gain est grand, plus la responsabilité l'est aussi. Le gouvernement mit en œuvre un plan inédit. 30% des revenus du diamant furent immédiatement alloués à l'éducation, 20% à la santé publique et 10% à la transition énergétique. Des chiffres modestes en apparence, mais porteurs d'une logique claire.
bâtir la prospérité à partir du savoir, non de la dépendance. Dans le même temps, les importations alimentaires baissèrent de 12% grâce aux investissements dans l'agriculture irriguée. Les indicateurs sociaux commencèrent à se redresser. Les écoles rurales ouvrirent deux fois plus de classes qu'en 2023 et les cliniques communautaires accueillirent un quart de patients supplémentaires. Ces résultats ne suffisaient pas à calmer les doutes extérieurs. Les marchés occidentaux dénonçaient une politique autarcique. Les institutions financières s'inquiétaient d'un précédent dangereux. Mais à l'intérieur, un autre indicateur montait en flèche, la confiance publique. Un sondage national révéla que 82% des Burkinabés estimaient que le pays devait poursuivre sur la voie de la souveraineté, même au prix d'un ralentissement économique temporaire. Cette foi collective devint la nouvelle monnaie du pays. L'armée, jusque-là force de dissuasion, fut intégrée à des programmes civils. Construction d'écoles, installation de panneaux solaires, surveillance des routes minières. Le slogan « Protéger sans haïr » s'inscrivit sur les murs des villes. La cohésion sociale, mesurée par les observatoires nationaux, connut sa plus forte progression en 20 ans. Le baseline, Delta, était limpide. Un pays pauvre, longtemps décrit comme instable, gagnait en stabilité à mesure qu'il reprenait le contrôle de ses ressources. Pourtant, ses progrès restaient fragiles. Les rapports de sécurité mentionnaient des survols de drones anonymes et les frontières du Nord demeuraient sous tension. Les réserves d'or et de diamants attiraient autant la convoitise que la menace. Mais Traoré, fidèle à sa logique morale, maintenait le cap. La valeur d'un État, disait-il, se mesure à ce qu'il protège quand personne ne le regarde. En moins d'un an, le Burkina Faso passa des marges du système à son centre d'attention. Les économistes parlaient d'un miracle prudent, les diplomates d'un mystère stratégique. Pour le peuple, c'était plus simple. La terre avait parlé, et l'homme avait enfin écouté. Dans les cercles politiques et universitaires, deux visions du modèle Traoré s'affrontent avec intensité. La première, portée par de nombreux économistes africains, voit dans sa politique une renaissance nécessaire. Un exemple de souveraineté assumée face à un ordre mondial encore inégal. Ses partisans rappellent que la dépendance économique du continent n'a jamais produit ni stabilité ni progrès durable. Pour eux, l'expérience du Burkina Faso prouve qu'un pays peut refuser le chantage des marchés sans s'effondrer. La seconde école, plus critique, met en garde contre le risque d'isolement. Les grandes puissances, affirme-t-il, ne tolèrent pas longtemps qu'un État modifie les règles du jeu sans concertation. Les premiers retards dans les transferts bancaires, la baisse des importations de carburant et les tensions diplomatiques seraient, selon eux, les signes d'un futur étouffement. Certains diplomates occidentaux parlent même d'un scénario vénézuélien du Sahel. Ibrahim Traoré, lui, refuse cette polarisation. Lors d'une allocution publique, il déclara « Ce débat n'est pas entre l'ouverture et la fermeture, mais entre la peur et la dignité. Nous ne combattons personne, nous nous souvenons simplement de qui nous sommes. » Ces mots, sobres et directs, furent diffusés sur toute l'Afrique de l'Ouest et repris dans plusieurs langues locales. Le discours fit mouche. Il ne rejetait pas la mondialisation, il voulait la redéfinir. Les faits semblaient lui donner raison. Malgré les sanctions implicites, plusieurs pays voisins, le Mali, le Niger, le Togo, annoncèrent leur intérêt pour des partenariats fondés sur la transparence et la propriété locale des ressources. Un axe de souveraineté ouest-africain commençait à émerger, encore fragile, mais porteur d'une idée simple, que la coopération n'exclut pas la maîtrise de soi. Et pendant que les experts débattaient, les Burkinabés continuaient à construire, à enseigner, à chanter la terre qu'ils avaient décidé de comprendre avant de l'exploiter. Un seul mot changea tout, promesse. Ce fut le terme qu'Ibrahim Traoré utilisa lorsqu'il revint au volcan Sangandi, des mois après la découverte. Il regarda les machines immobiles et déclara « Nous avons trouvé des diamants, mais c'est notre serment qui décidera de leur éclat. »
Cette phrase, prononcée sans micro, devint le point médian d'une histoire en mutation. Le Burkina Faso n'était plus simplement un pays en éveil. Il devenait un symbole d'équilibre entre foi, science et responsabilité. Les ingénieurs travaillaient désormais main dans la main avec des professeurs d'éthique, tandis que les écoles diffusaient des cours sur la valeur du sol, un concept à la fois spirituel et économique. Les médias étrangers s'interrogeaient, miracle africain ou utopie passagère. Mais pour le peuple, la réponse était déjà donnée. Le volcan, jadis symbole de feu, représentait désormais la conscience qui ne dort jamais. Cette réorientation, à la fois intime et politique, marqua la moitié du chemin. L'histoire avait cessé d'être un événement, elle devenait une expérience vécue. Et, sous la poussière rouge du Sahel, la promesse continuait de battre comme un cœur. Les répercussions du modèle Traoré se firent sentir dans 4 sphères majeures: le peuple, les entreprises, la diaspora et la région. Par exemple, les citoyens voyaient la dignité retrouvée. Dans les campagnes, la première transformation fut psychologique. Les Burkinabés cessaient peu à peu de se percevoir comme des bénéficiaires d'aide, mais comme des acteurs du changement. Les marchés s'animaient de produits locaux. Les artisans gravaient des proverbes sur le métal. Les enfants récitaient des vers tirés des discours d'Ibrahim Traoré. L'accès à l'électricité augmenta de 27% dans les zones rurales grâce aux panneaux solaires installés par les brigades civiles. La pauvreté persistait, mais elle n'avait plus le même visage. Elle se tenait debout. Du côté des entreprises, le pari de l'autonomie. Les nouvelles coopératives minières, encadrées par l'État, remplacèrent peu à peu les concessions étrangères. Les diamants n'étaient plus exportés bruts. Ils étaient taillés sur place, créant près de 18 000 emplois directs. Les revenus furent redistribués par un fonds national, financé à 15% par les exportations et à 5% par la taxe sur les importations de luxe. Pour la première fois, les entreprises publiques rivalisaient avec des sociétés étrangères sur des appels d'offres régionaux. Les universités locales ouvrirent des cursus de géologie et de commerce équitable, des formations qui attiraient même des étudiants du Mali et du Niger. Quant à la diaspora, le retour des bâtisseurs. Depuis Abidjan, Paris ou Montréal, des centaines de Burkinabés rentrèrent au pays, séduits par la perspective d'un développement fondé sur la fierté. Certains investirent dans l'agro-transformation, d'autres dans les médias indépendants. Les transferts de fonds de la diaspora, longtemps supérieurs à l'aide internationale, augmentèrent de 2%. Cette confiance nouvelle agissait comme un ciment entre les générations. Sur le plan régional, la contagion du courage. Les voisins observaient avec curiosité cette transformation silencieuse. Au Mali, les radios locales diffusaient les discours de Traoré. Au Togo, des mouvements citoyens réclamaient le contrôle national des ressources. La presse africaine parla d'effet Sahel. À Paris et à Washington, les réactions furent plus mesurées. Certains y voyaient une rupture dangereuse, d'autres une leçon morale que l'Occident refusait d'entendre. Les conséquences n'étaient pas toutes économiques. Elles étaient identitaires, culturelles, existentielles. Pour la première fois, un peuple redéfinissait sa richesse, non par ce qu'il possédait, mais par ce qu'il refusait de vendre. Et dans ce refus se dessinait la plus grande victoire, celle d'un pays qui s'était relevé sans haine. Alors que le monde observe le Burkina Faso avec un mélange de fascination et d'inquiétude, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. D'abord, le chemin de base, consolidation prudente. Le pays poursuit sa politique actuelle, consolidant lentement ses structures internes. Les revenus du diamant continuent d'alimenter les 3 priorités nationales: éducation, santé, agriculture. La croissance se stabilise autour de 8% et les alliances régionales s'élargissent. Ce scénario repose sur une gouvernance disciplinée
et une diplomatie lucide, celle qu'Ibrahim Traoré incarne par son refus de la précipitation. La stabilité reste fragile, mais le cap est maintenu. Ensuite, l'élan optimiste, rayonnement continental. Si la dynamique actuelle s'intensifie, le Burkina Faso pourrait devenir en un an un modèle de développement endogène pour l'Afrique de l'Ouest. Des États comme le Niger, le Bénin et le Tchad commenceraient à reproduire la méthode « ressources pour la dignité ». Les indices de développement humain grimperaient, l'éducation technique se généraliserait et le pays s'imposerait dans les forums africains comme un acteur moral, non plus marginal. Mais ce succès dépendra de la capacité du gouvernement à garder le même équilibre entre foi et pragmatisme. Enfin, l'épreuve difficile, pression et isolement. Ce scénario pessimiste prévoit un durcissement des pressions extérieures. Les sanctions économiques ou les campagnes médiatiques pourraient fragiliser le pays, entraînant une chute des exportations et un ralentissement des projets sociaux. Cependant, l'unité populaire pourrait, paradoxalement, se renforcer. L'histoire du Burkina Faso a souvent montré que la résistance collective naît dans l'adversité. Entre ces trois voies, Traoré le répète, ce n'est pas la fortune qui nous guide, c'est la mémoire de ceux qui ont creusé avant nous. L'avenir du pays ne se lira donc pas dans le prix du diamant, mais dans la manière dont il conservera la clarté de son intention. Si la sagesse reste intacte, la lumière continuera de grandir sans brûler. Dans les rues de Ouagadougou, la révolution n'a pas le visage de la violence, mais celui de la patience. Les habitants ressentent dans leur quotidien la lente métamorphose d'un pays qui apprend à s'aimer sans se comparer. Le pain coûte encore cher, mais il est pétri avec l'espoir d'un lendemain choisi, non subi. Les femmes des marchés évoquent souvent Ibrahim Traoré comme un père sévère mais juste, qui leur a rendu la fierté de participer à l'histoire. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, redécouvrent le sens du mot « rester ». Les programmes d'alphabétisation, soutenus par les revenus miniers, leur offrent une perspective qu'aucune ONG n'avait su donner, celle de contribuer à une œuvre commune. Dans les écoles, on enseigne la phrase devenue proverbe « Nous ne sommes pas pauvres, seulement oubliés ». Les professeurs racontent la découverte du volcan comme on raconte une naissance. Les religieux, eux aussi, y trouvent un symbole, l'idée que la foi peut s'accorder avec la science, que la matière peut révéler le spirituel. Les mosquées et les églises accueillent des prières pour la sagesse du pays, non pour sa fortune. Ce climat d'unité a transformé la perception du quotidien. Les conversations sont plus lentes, plus profondes, comme si chacun mesurait l'importance de ce qu'il dit. À travers les ondes et les réseaux communautaires, une conscience s'installe. La liberté n'est pas donnée, elle se cultive. Et dans ce jardin nouveau, chaque parole, chaque geste, chaque pierre taillée porte le même message. La dignité n'a pas besoin d'armes pour briller. Pour que la promesse du diamant ne devienne pas un mirage, Ibrahim Traoré fit adopter une stratégie en 5 étapes, à la fois morale et opérationnelle. D'abord, il fallait institutionnaliser la vigilance. La Commission nationale du diamant fut transformée en autorité de souveraineté minérale, indépendante du gouvernement, chargée de publier chaque trimestre un rapport public sur l'extraction et la redistribution. Transparence absolue, même dans les zones sensibles. C'était la condition première. Ensuite, il fallait formeurs pour durer. Des universités minières furent créées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, avec des partenariats africains et asiatiques. Chaque étudiant boursier s'engageait à travailler 5 ans dans le pays avant toute expatriation. Le savoir devenait un pacte. Puis, il décida de sécuriser sans militariser. Plutôt que d'augmenter les effectifs armés, Traoré lança un programme de défense civique. Paysans, enseignants et artisans furent formés à la surveillance communautaire et à la gestion des alertes. Le courage remplaçait la peur. Plus tard, le pays choisit de réinvestir la richesse dans le vivant. Les bénéfices miniers furent fléchés vers des projets d'agriculture durable, d'eau potable et d'énergie solaire.
Chaque dollar dépensé devait se traduire par un progrès visible. Un champ irrigué, une école éclairée, une clinique équipée. Enfin, le Burkina Faso entreprit de tisser la diplomatie du respect. Le Burkina Faso proposa une charte régionale sur la propriété locale des ressources, cherchant l'alliance avant le conflit. C'est ainsi que la politique du diamant devint celle du sens. Le plan n'était pas parfait, mais il traçait une route claire, transformer la richesse en mémoire et la mémoire en avenir. Sous le même volcan qui avait révélé les diamants, Ibrahim Traoré revint un soir, sans escorte. Le soleil du Sahel se couchait, dorant la poussière et les visages des mineurs. L'un d'eux, le jeune homme du premier jour, lui tendit un éclat poli, plus pur qu'autrefois. Traoré sourit. Ce n'est pas la pierre qui brille, c'est la promesse tenue. Autour, le silence n'était plus celui de la crainte, mais celui du respect. Les chants montaient des villages voisins, les enfants couraient avec des torches, et la terre semblait respirer avec eux. Dans la capitale, les murs portaient désormais les mots simples du président. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous la gardons pour nos enfants. Ce rappel, né d'une crise et devenu foi, scellait l'histoire d'un pays qui avait choisi de se regarder autrement. Le Burkina Faso n'était plus défini par son manque, mais par ce qu'il refusait de vendre, son âme. Et dans le vent chaud du soir, les promesses chuchotées devinrent certitude. Le feu du volcan s'était apaisé, mais la lumière, elle, ne s'éteindrait plus. Quand l'histoire d'un peuple se confond avec celle de sa terre, chaque pas devient un serment. Ibrahim Traoré, en redonnant au Burkina Faso la conscience de sa propre valeur, n'a pas seulement trouvé des diamants, il a réveillé un continent. Mais le vrai miracle n'est pas sous la roche, il est dans les cœurs qui ont choisi de croire qu'une nation peut renaître par la droiture. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir combien la terre vaut, mais combien nous valons face à elle. Et si cette découverte n'était qu'un miroir tendu à l'Afrique tout entière, lui rappelant que la liberté n'a pas besoin d'autorisation, seulement de courage, car dans le murmure du Sahel, une vérité persiste. On ne demande pas la permission d'être digne. À ceux qui écoutent encore en cette histoire, souvenez-vous-en lorsque la vidéo s'éteindra. Réfléchissez, partagez, priez si vous le souhaitez, car la conscience ne se vend pas. Elle se transmet, et si un jour la Terre parle à nouveau, qu'elle trouve en nous des voix capables de lui répondre.